Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va être une vidéo historique. Je vais faire ça je pense toutes les 2 semaines, une semaine sur deux je vais faire une vidéo true crime puis une vidéo historique. La dernière que j'avais faite, et c'était donc la première de ma série, qui était donc sur Culloden, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Mary Stuart. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment ou même depuis le début, c'est vrai que je l'ai pas fait, mais je vous remercie énormément, ça me donne beaucoup de force pour continuer, ça me donne beaucoup de force quand vous vous abonnez ou même quand vous aimez la vidéo. Donc merci à vous et n'hésitez pas d'ailleurs si vous voyez cette vidéo et que vous l'appréciez à aimer, à commenter, à vous abonner, ça me donne de la force comme je l'ai dit. Et on va sans plus tarder passer à la vidéo. Vous avez sûrement dû voir passer la série Reign et donc vous avez pu vous faire potentiellement une idée de l'histoire de Mary Stuart, et aujourd'hui je vais vous conter à quel point son histoire est plus ou moins similaire à celle de la série. Mary Stuart est née le 8 décembre 1542 et elle est la fille unique du couple Jacques V d'Écosse et de Marie de Guise. Elle ne naît pas dans un contexte très joyeux puisqu'à sa naissance, les Anglais viennent de battre les Écossais à Solway Moss et donc il y a une grosse défaite qui s'abat, et pour son père Jacques V, c'est un énorme coup dur. Celui-ci se retire à Falkland où il va malheureusement y mourir, et Marie en fait ne le connaîtra jamais puisque quand il meurt, elle n'a que 6 jours. À la mort du roi, le peuple est perdu et dans le doute, et Marie de Guise, donc la mère de Mary Stuart, va vite couronner sa fille puisqu'elle se dit que ainsi en fait Mary Stuart est beaucoup moins vulnérable que si elle n'était pas couronnée, si elle n'était pas donc sacrée. C'est donc à 9 mois, le 9 septembre 1543, qu'elle devient officiellement reine d'Écosse. Elle monte sur le trône en tant que catholique, elle n'a que 9 mois, mais l'Écosse reste quand même un pays catholique, et c'est cette religion qui va les rapprocher fortement de la France, qui à l'époque était également catholique, et qui est fortement contre l'Angleterre, qui elle est protestante. En plus de ça, leur relation avec la France est très étroite puisque la mère, donc Marie de Guise, fait partie d'une très grande famille française qui sont donc les de Guise. C'est au même moment que Henri VIII, donc qui est connu pour être un peu le barbe bleue anglais et qui est à l'époque le roi d'Angleterre, va vouloir allier l'Écosse et l'Angleterre en faisant marier Mary Stuart, donc qui n'est qu'un bébé, à son fils Édouard. Mary Stuart fait entièrement partie d'ailleurs de la famille des Tudors auquel Henri VIII fait également partie, puisque la sœur de celui-ci est donc la grand-mère de Mary Stuart. Suite à cette demande d'alliance de la part d'Henri VIII, l'Écosse va en 1547 décliner l'offre pour préférer en fait une alliance avec la France, et donc un mariage qui se ferait entre Mary Stuart et François, le fils d'Henri II et de Catherine de Médicis. Et donc Marie, âgée seulement de 5 ans, est déjà promise à son futur mari qui sera donc François, et c'est pour ça qu'à l'âge de 6 ans, elle va débarquer en France. Pendant une dizaine d'années, elle va évoluer à la cour de Catherine de Médicis et d'Henri II, où elle est très appréciée des courtisans et où elle est un peu la petite star de la cour. Elle profite par la même occasion d'une très grande éducation, très riche, où elle apprendra plusieurs langues et plusieurs disciplines, ce qui fera d'elle en fait une très grande érudite. Et c'est finalement en 1558 qu'elle va épouser le dauphin François, qui lui à l'époque n'a que 14 ans alors qu'elle en a 16. C'est un mariage qui bien entendu est arrangé depuis les 5 ans de la jeune fille et donc les 1 an du jeune prince, mais Marie l'aimait réellement, selon les dires, même si on soupçonne fortement que le mariage n'ait jamais été consumé, il y avait un véritable amour entre deux. Donc elle se marie en 1558, et la même année on va faire un petit parallèle avec l'Angleterre, puisque vous allez voir ça va être important pour la suite de l'histoire, Élisabeth Ier accède au trône d'Angleterre. En accédant au trône, Mary Stuart devient la suivante dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre. Puisqu'en effet, elle fait partie de la grande famille des Tudors, et donc elle doit venir juste après Élisabeth dans l'ordre de succession, ce qui fait pour Élisabeth que Marie devient une potentielle rivale. Mais Mary Stuart ne s'en préoccupe pas pour l'instant, puisque l'année suivante, Henri II va mourir, laissant donc le trône à son fils François, et faisant de Mary Stuart la reine de France, mais aussi toujours d'Écosse. Elle devient donc reine de France, et s'il y a bien une personne avec qui ça ne passe pas, c'est Catherine de Médicis, qui est donc sa belle-mère, et qui ne peut pas l'avoir en peinture. Elles ne s'entendent pas et les choses ne vont pas en s'arrangeant, puisque dans la foulée, François va tomber malade et va mourir des suites de sa maladie. Il meurt après seulement une année de règne et fait de Marie une veuve à l'âge seulement de 18 ans. Suite à la mort de son mari, la jeune femme va décider de repartir en Écosse, donc ce sera en 1561 qu'elle décide de repartir dans le pays dont elle est toujours la reine.
Elle retourne en Écosse, voisine de l'Angleterre, où sa cousine Élisabeth Ier est montée sur le trône quelques années auparavant. À sa montée sur le trône, les catholiques romains considèrent que Élisabeth Ier est complètement illégitime à monter sur le trône, tout simplement par rapport au mariage de ses parents. Ses parents, c'est Anne Boleyn et Henri VIII, et donc Anne Boleyn, c'est la deuxième femme d'Henri VIII, puisque sa première femme, c'était Catherine d'Aragon. Catherine d'Aragon et Henri VIII ont été forcés de divorcer, puisqu'Henri VIII en fait voulait absolument divorcer et a forcé cette séparation, ce qui a fait que Anne Boleyn, qui est arrivée derrière, n'était pas du tout la bienvenue aux yeux du peuple anglais. Et donc le mariage entre Henri VIII et Anne Boleyn est considéré comme invalide, et par conséquent, la légitimité de leur fille Élisabeth l'est tout autant. Et étant donné que c'est Marie Stuart qui est donc la deuxième dans l'ordre de succession au trône, c'est elle qui est plus considérée comme légitime à accéder à ce trône, et donc il y a beaucoup de gens qui veulent l'avoir montée sur le trône d'Angleterre. Bien entendu, ce sont ces prétentions au trône qui alimentent fortement l'hostilité qu'Élisabeth a envers sa cousine, et donc qui n'améliorent pas du tout les relations. Mais pour l'heure, Marie Stuart rentre tout juste de France où elle a passé la quasi-totalité de sa vie, et elle découvre une cour qui est à l'inverse de celle qu'elle a connue à Paris. Elle est confrontée dès son arrivée à d'énormes problèmes qui se sont développés en fait en son absence, et notamment celui de la Réforme, donc c'est-à-dire qu'en fait il y a eu d'énormes problèmes de religion en Écosse, avec d'un côté les catholiques et de l'autre côté les protestants, et en son absence, il y a énormément d'Écossais qui sont devenus protestants. Ça a comme résultat tout simplement qu'elle arrive et qu'elle est considérée comme une reine étrangère avec une religion étrangère, puisque je le rappelle, elle était en France, qui était donc la France catholique, et elle-même était une reine catholique pour l'Écosse comme pour la France. Mais ça ne va pas stopper du tout Marie Stuart, qui elle va tout simplement feindre de ne pas tellement voir ces problèmes-là en prônant la tolérance dans les premières années de son règne. Et très vite, il y a bien d'autres problèmes qui vont la préoccuper et qui vont préoccuper même le peuple entier, notamment la question d'un remariage, puisque Marie Stuart arrive veuve et à cette époque-là, il faudrait en tout cas qu'elle trouve un mari. Elle va se marier avec un de ses cousins qui est donc Henry Stuart, qui est donc Lord Darnley, qu'elle va épouser le 29 juillet 1565. Ça va être un mariage d'amour, ils vont se marier à Holyrood, et ça va être un mariage qui au début va légèrement être controversé. Ce mariage va être assez rapide puisqu'en fait Henri très rapidement va se montrer très infidèle, brutal, et ça va être un mariage un peu de l'enfer. De cette union va quand même naître un fils qui sera plus tard Jacques Ier d'Écosse et d'Angleterre. Henry Stuart devient de plus en plus problématique pour son peuple et en fait il n'est pas du tout apprécié, ce qui va lui valoir un attentat en février 1567 qui va malheureusement lui coûter la vie. Mais cet attentat ne va pas du tout passer inaperçu puisque on soupçonne directement le comte de Boswell, qui est donc James Hepburn, qui a été un ami de Marie Stuart qu'elle avait rencontré en France, et on va le soupçonner d'avoir commandité cet attentat. Et Marie va être aussi désignée comme potentielle complice de cet attentat. Ce qui ne va pas permettre d'aplanir tout ça, c'est que Marie Stuart, en fait, elle prend pas vraiment en compte qu'elle est soupçonnée potentiellement de meurtre et que ça peut être dangereux même pour elle. Et elle va tout simplement épouser le comte de Boswell, donc James Hepburn, seulement 3 mois après la mort de son deuxième mari. Ce n'est pas du tout un mariage qui va lui être profitable puisque cette union va encore plus la désigner comme coupable. Tout le monde va se dire qu'elle a tué son deuxième mari pour pouvoir épouser le comte de Boswell, et c'est peut-être en effet ce qu'elle a fait. Les problèmes en Écosse s'aggravent dans le même temps puisque le pays va se séparer en deux, avec d'un côté la noblesse protestante et de l'autre le peuple catholique. Ce conflit de religion que Marie a feint de ne pas voir durant ses premières années de règne n'a jamais été enterré, a toujours été là et remonte à la surface, et c'est un drame. Ce conflit va forcer James Hepburn, donc le nouveau mari de Marie Stuart, à s'exiler au Danemark où il va finir ses jours dans un cachot en 1578. Marie Stuart, quant à elle, ne va pas être épargnée puisque sa propre noblesse, donc qui est protestante, va la faire emprisonner au château de Lochleven où elle va malheureusement perdre ses jumeaux qu'elle attendait. En fait, elle va faire une fausse couche. Tout s'enchaîne ensuite très vite puisque le 24 juillet 1567, elle est contrainte d'abdiquer en faveur de son fils, donc qui va devenir donc Jacques Ier par la suite. Et officiellement, donc, elle ne devient plus rien au-dessus du peuple écossais. Elle n'est plus reine de rien du tout. L'année suivante, elle arrive tout de même à s'évader et elle va monter un semblant d'armée et va se réfugier en Angleterre chez sa cousine qui au départ, donc Élisabeth Ier, va l'accueillir assez gentiment.
Mais en fait, très rapidement, Elisabeth Ier, on n'oublie pas qu'elle la voit quand même un peu comme une rivale, et elle va la mettre en résidence surveillée, au départ en prétextant le fait qu'elle est soupçonnée de meurtre, et que donc elle doit la surveiller. La vérité, c'est bien sûr que c'est une potentielle rivale, une potentielle menace pour son trône, et donc c'est pendant 18 ans comme ça qu'elle va rester enfermée. En Écosse, dans le même temps, c'est le frère de Marie Stuart, Moray, qui va prospérer en tant que régent, puisque son fils est beaucoup trop petit, il a à l'époque à peu près 2 ans il me semble, donc il est beaucoup trop petit pour monter sur le trône. Durant son enfermement, elle va passer son temps à essayer d'obtenir sa libération, puisqu'elle considère que son emprisonnement est complètement injustifié et elle veut juste être libre quoi. Il y a un des conseillers d'Elisabeth qui s'appelle donc Walsingham qui est un très mauvais conseiller puisqu'il va plaider en faveur de la suppression de Marie Stuart, lui il veut la voir morte en fait tout simplement. Et donc pour la voir morte, il va tout simplement tenter de la piéger et il va malheureusement réussir. Pour ça, il va faire passer volontairement des lettres. Bien sûr, Marie n'est pas au courant que c'est involontaire, elle croit simplement que c'est un manque de vigilance alors que c'est complètement dans le plan de Walsingham de lui faire croire ça et elle tombe pile dedans. En effet, il sait très bien que Marie souffre de la solitude et il veut jouer sur ça en lui offrant ce contact avec l'extérieur qu'elle n'a pas eu depuis vraiment très longtemps. Et c'est donc en janvier 1586 qu'elle va recevoir tout un tas de lettres. Et dans ces lettres, elle va voir qu'elle a plusieurs soutiens. D'abord celui de Gilbert Gifford, qui est en vérité un agent double, donc lui, voilà. Mais elle obtient réellement le soutien d'autres, comme Anthony Babington, qui lui veut libérer Marie et qui a été convaincu par Gilbert de se joindre à sa cause. En réalité, elle découvre aussi que le plan est bien plus vaste, puisqu'en fait, il s'agit carrément d'un complot qui vise à soulever les catholiques pour tuer Elisabeth Ier et mettre Marie Stuart sur le trône. Marie Stuart va continuer de communiquer pendant des semaines avec ses complices sous un code secret qui va être malheureusement craqué assez rapidement. Et en fait, toute sa correspondance est très visible et on découvre dans cette correspondance que non seulement elle veut être libérée et non seulement elle veut participer elle soutient ceux qui veulent la libérer, mais qu'en plus elle soutient également le complot qui vise à tuer Elisabeth Ier. La couronne a donc accès très facilement à ces échanges et donc à la signification réelle de ces échanges, et ils peuvent voir dans une lettre du 17 juillet 1586 que Marie accepte le complot, et donc c'est en acceptant ce complot qu'elle signe malheureusement son arrêt de mort. Elisabeth Ier est bien entendu tenue au courant de tous les échanges que Marie peut avoir, et quand elle apprend que celle-ci a accepté le complot et donc veut tuer Elisabeth Ier, elle réalise que tant que Marie vivra, ce sera toujours une menace pour elle et pour son trône. Donc Marie à ce moment-là signe complètement son arrêt de mort, mais il manque aussi d'avoir le nom des autres complices de Marie, que ceux-là aussi vont être condamnés. Pour ce faire, c'est Philippe qui a donc craqué le code à l'origine de Marie, que Marie utilisait pour communiquer avec ses complices, qui va se faire passer pour un de ses complices et qui va lui demander la liste précise de toutes les personnes impliquées dans ce complot, donc en écrivant une lettre avec le même code secret, et Marie va tomber encore une fois dans le piège et va livrer tous ses complices. Elle livre tout ça, et donc Anthony Babington, qui a été le premier convaincu, et 6 autres hommes vont se faire arrêter et vont le payer de leur vie. Marie, quant à elle, sera menée à son procès au château de Fotheringhay, où elle sera jugée, et elle va commencer par tout nier en bloc, puisque bien entendu elle ignore que son code secret a été craqué. Le fils de Marie, donc celui qui deviendra Jacques Ier d'Angleterre et d'Écosse, est également présent au procès, et donc lui qui vise le trône d'Angleterre ne va émettre aucune objection face aux accusations dont sa mère, qu'il n'a pas vue depuis ses 2 ans, donc pour ainsi dire dont il ne se souvient pas de grand chose, est accablée. Marie Stuart se sait donc condamnée et elle va formuler donc ses dernières volontés, et donc elle demande d'abord à être enterrée en France, à être exécutée publiquement pour que tout le monde puisse voir qu'elle fait preuve de bonne foi, on va dire, et dernièrement elle souhaite que ses serviteurs ne soient pas abandonnés. C'est finalement le 8 février 1587, devant plus de 300 personnes, que Marie Stuart va être décapitée. En plus, ça a été assez fastidieux puisque le bourreau a dû s'y reprendre à 3 fois avant de parvenir réellement à la décapiter. Elle était alors âgée de 44 ans et son corps, lui, va finalement être inhumé à l'abbaye de Westminster dans un monument que son fils Jacques Ier a élevé
pour sa mère après son accession au trône, donc quand il est parvenu au trône d'Angleterre. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'étais très contente de la faire encore une fois, j'adore ces vidéos historiques, donc si elles vous plaisent aussi, n'hésitez pas à l'aimer, à commenter et à vous abonner, ça me fera très plaisir, et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bisous!